Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Ingrid. Bonjour. On est à Marseille, dans les locaux de Préfera, ta structure, ton cabinet de conseil en préparation mentale et coaching. Donc là, on a un Poitre Rouge pour ceux qui connaissent Marseille, avec une jolie vue. Écoute, je t'ai découvert grâce au livre La Bible de la préparation mentale, dont tu es co-autrice. Il est dense, donc j'ai mis un peu de temps pour le lire, mais hyper enrichissant. Ça a été clairement une révélation pour moi. Je me suis demandé, tu vois, pourquoi on n'enseignait pas ça plus tôt aux gens, même pas que des sportifs, des personnes en entreprise. Donc aujourd'hui, on va comprendre ce qui t'a amené à la préparation mentale. On va parler de techniques et d'outils que tu transmets. Globalement, de l'importance d'améliorer ses capacités mentales. Et puis évidemment, on va aborder ta carrière sportive de haut niveau, puisque tu as été, j'ai vu, numéro 1 mondiale en voile. Tout à fait. Et tu as fait les JO à Athènes et Pékin. Donc bon, bravo pour ça déjà. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, merci déjà de s'intéresser à ce thème qui à la fois est très public et en même temps assez confidentiel. Donc je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui. Donc je suis Ingrid Petitjean, je suis coach prépa mentale et j'interviens dans différents secteurs d'activité, à la fois dans le sport de haut niveau dont je suis issue, mais aussi en entreprise notamment, beaucoup. Et puis il m'arrive aussi d'accompagner des personnes qui veulent optimiser leur mental au service de leur performance, notamment de leur bien-être, comme par exemple des étudiants qui préparent les concours ou des personnes en transition professionnelle ou autres situations. Ok. Ah, tu as aussi des étudiants ? Oui, pas mal. Ok. Les étudiants, comme les sportifs, ont besoin de se préparer au mieux et de gérer la pression le jour J. Carrément. Ouais, j'imagine, il y a des sujets de performance là-dedans. La première question que je voulais te poser, c'est quand tu étais athlète de haut niveau en voile, est-ce que tu étais accompagné en préparation mentale ? Et si oui, est-ce que ça t'avait débloqué ou aidé pendant ton sport ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagnée très jeune. Je faisais donc de la voile et la voile, c'est une discipline qui s'est intéressée tôt à la préparation mentale. Et dans les années 90, moi, alors que j'avais une dizaine d'années, enfin 12 ans exactement, ma région a proposé un stage d'accompagnement prépa mentale Excellent. pour les athlètes en devenir, en tout cas les espoirs. Et j'ai eu la chance de participer à un premier stage justement avec Christian Targé, auteur de la Bible. C'est comme ça que j'ai rencontré Christian à l'origine, en tant qu'athlète. Et en fait, j'ai participé à ce stage et puis j'ai été accompagnée individuellement ensuite tout au long de ma carrière par différentes personnes. Donc ça a été très structurant dans ma pratique. Super tôt, ouais, c'est rare, j'avais jamais entendu qu'on pouvait accompagner aussi jeune, 10-12 ans. Oui, en les fait, athlètes. jeune, on va transmettre des techniques. Donc le stage que j'ai suivi m'a permis d'acquérir des techniques, notamment de respiration, de visualisation, de préparation, etc. Donc on est plutôt sur des basiques, mais tu parlais de blocage. Moi, il se trouve qu'à l'école, j'étais quelqu'un de très timide, et pas qu'à l'école d'ailleurs. Et c'était une vraie problématique pour moi. J'avais beaucoup de mal à répondre à l'oral, réciter une récitation devant mes camarades de classe était vraiment quelque chose de très, très stressant pour moi. Et en fait, la préparation mentale, c'est la première chose que ça m'a permis Ok, excellent. de me débloquer, puisque c'est le terme que tu as Ouais, utilisé, ouais. par rapport à ça, plus que m'en servir dans le sport où j'étais finalement assez épanouie, tranquille sur mon bateau. J'avais pas vraiment de stress sur mon bateau alors que j'en avais plus dans la vie en société. C'est marrant, ouais. Donc en bateau, t'étais pas la même personne en fait Ouais, en bateau, je qu'à me l'école, quoi. sentais tranquille, vraiment. Ok. J'avais plus de mal voilà, sur ce sujet de la relation en public, en fait. Ok. Si on peut reprendre ton parcours en voile pour que les gens comprennent ce que tu avais fait avant le cabinet de conseil. Donc tu as commencé la voile tôt, ensuite tu es vite monté en sport-études ou comment dire,
dans des Oui, sections sportives. tout Ouais. à fait. Donc, je suis mentonnaise, je m'entraînais en team notamment, Ok. en voile, j'ai fait ma scolarité jusqu'au collège là-bas. Et ensuite, je suis venue en sport-études à Marseille, en internat, donc au lycée, pour dédier plus de temps à ma carrière sportive. Ok. Et t'as enchaîné, donc ensuite, t'es parti faire, j'imagine, des championnats Europe, monde. Oui, oui. Et les jeux sont venus tôt dans ta carrière? Oui, en fait, j'ai basculé directement de l'Optimis, ce petit bateau que tout le monde connaît, qui est vraiment la filière d'accès à la voile, qu'on pratique jusqu'à 14-15 ans, et j'ai basculé directement en discipline olympique. Ensuite, à l'époque, c'était l'Europe, Ok. qui est un bateau en solitaire. Aujourd'hui, c'est l'ILCA, le bateau en solitaire aux Jeux olympiques. Et j'ai fait 3 ans d'Europe en lycée ici. Mhm. Et comme c'était une discipline olympique, j'ai tout de suite été sur les championnats du monde d'Europe, les épreuves de Coupe du Monde. Donc c'est une très belle expérience. Et j'ai pas assez pris de gabarit, en fait, j'ai pas assez grossi. Ok. Et donc j'ai basculé en 4,70, donc dériveur double olympique à mes 18 ans. Et ensuite, j'ai été aux Jeux de Athènes en 2004, donc j'avais Wow. 23 ans à l'époque. Ok. Donc Gros on était souvenir. plutôt jeunes, oui. Ouais. C'est un beau souvenir, j'imagine. Oui, tout à Athènes, fait. ouais. Tout à fait. Les Jeux olympiques sont des moments magiques. Ouais. Là, je crois que la France les a vécus en tant que pays organisateur, et tout le monde a vibré au rythme des Jeux. Et quand on est athlète, c'est tous les 4 ans une expérience Incroyable. Ouais. incroyable. Et tu étais à Marseille cet été pour accompagner Oui, des athlètes en voile. oui, tout à Ouais. fait. Ok. J'ai accompagné certains athlètes de la voile pendant les Jeux olympiques. Ah, excellent, trop bien. Et donc, pour revenir à ta formation en préparation mentale, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à devenir préparatrice mentale et par quel parcours tu es passée? Oui, alors ce parcours, en fait, c'est vrai que la prépa mentale a été assez structurante dans mon projet olympique, dans ma préparation sportive, et je me suis toujours beaucoup intéressée. Donc, j'étais passionnée, en fait, par tout ce qui touchait à l'optimisation de la performance sportive, au sens global du terme, pas Mhm. seulement le mental, de par mon projet sportif, mais aussi plus globalement, en fait, l'optimisation de la performance, c'est un Ok. sujet qui m'anime. Et donc, j'ai suivi un premier parcours à la faculté des sciences du sport, Mhm. orienté vers l'entraînement. Et je me suis particulièrement intéressée au démarrage à tout ce qui était psychocognitive, neurosciences, etc. Ok. Et donc, je me suis dirigée vers une maîtrise recherche au démarrage, et notamment sur tout ce qui était apprentissage en psychocognitive. Et une fois que j'ai fait en fait mon stage de maîtrise plutôt en laboratoire, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin de contact et d'être en relation et un peu plus proche du terrain. Et j'ai rebifurqué vers un master de entraînement management du sport que j'ai fait à Dijon, Ok. et un DU de coaching et performance mentale, qui bouclait un peu la boucle aussi par rapport à ma pratique sportive et à la fois mes centres d'intérêt. Mhm. Donc cette première partie universitaire, elle a été vraiment structurante dans mon approche. Parce que après, évidemment, j'ai suivi des formations plus spécialisées. Le DU en était déjà une, hein, en parallèle du master. Puis j'ai suivi des formations de coaching orientées entreprise, des techniques plus spécifiques, des approches comme l'analyse transactionnelle, process communication, ou encore d'autres. Et puis une formation coach and team, Transformance Pro, dont l'auteur est Vincent Lénart, qui est Ok. assez connu dans le milieu du coaching professionnel. Donc voilà, diverses formations comme ça. Pour autant, ma formation universitaire a été prépondérante, et elle est toujours aujourd'hui, puisqu'on a Mhm. quand même pas mal d'apports sur tout ce qui est fonctionnement de l'humain au sens global du terme. Ok. Ça t'a donné une base et ensuite tu l'as enrichi avec Exactement, et d'autres je formations. continue de l'enrichir. On est sur un métier où on se forme tout au long de la vie, où on s'intéresse, Ouais. on crée de la nouveauté pour être dynamique aussi dans notre façon de travailler. Ouais, approche proactive Tout à fait. avec les coachés. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter Préfera, ce que vous Alors, faites bien et ton sûr. rôle? Donc dans Préfera, on travaille à intégrer le mental, en fait, à différents types d'interventions, d'accompagnement au niveau global. Mhm. Donc on peut très bien avoir un thème d'intervention qui va porter sur l'optimisation de la dimension commerciale, et on va intégrer la dimension mentale, parce qu'on est convaincu que le mental est un socle qui va pouvoir permettre d'exprimer toutes les compétences. Donc dès lors qu'on transmet une compétence, qu'elle soit sur l'aspect plus commerce ou managérial, on va accompagner cette compétence par toutes les compétences du mental. Ok. Voilà.
Excellent. Et donc, tu accompagnes, alors j'ai vu que vous accompagnez des sportifs de haut niveau et aussi des managers, des dirigeants Tout à ou fait. entrepreneurs Tout à fait. On actuellement. accompagne à la fois sous forme de coaching individuel, de coaching d'équipe, de formation professionnelle. On fait beaucoup de formations professionnelles et conférences. Voilà. Donc après, on fait beaucoup de sur-mesure, hein. On n'a pas des produits types vendus. On est quand même Hmm. plutôt sur une approche où on va évaluer un besoin et proposer une prestation sur mesure. Ok. Et donc demain, si on vient en tant que manager, on sent qu'on a alors un blocage, où on a envie d'optimiser ses performances. Vous avez quand même un fil rouge dans l'accompagnement ou comment ça fonctionne si Oui, on... Préfera, c'est aussi un acronyme. Et donc, un acronyme qui présente et qui structure notre façon de travailler le mental, qui veut dire plaisir, raison d'être, échange, forme, exigence, réussite et amour de soi. Ok. Donc pour te détailler un peu, dans tout ce qui a plaisir, dans tout ce qui est dans plaisir, c'est tout ce qui va toucher à la gestion émotionnelle, Mhm. donc à la fois la gestion du stress dont on parlait un petit peu tout à l'heure, mais aussi le fait d'être dans le bon état mental à un moment T. Et ça, c'est vraiment important puisque c'est pas juste avoir une mauvaise ou une bonne émotion, c'est être dans une émotion adaptée au moment où on en a besoin. Raison d'être, va toucher à tout ce qui porte à nos motivations profondes. Donc, on va être à la fois sur ce qui nous équilibre dans la vie, mais qui va nourrir nos motivations au travers de nos objectifs au quotidien. Pourquoi on fait les choses? Ok. Exactement. Hmm. Pourquoi certains diraient l'ikigai. On Ok. est vraiment sur ce sujet-là. L'échange, c'est toute la façon dont on rentre en interaction avec le monde qui nous entoure, donc à la fois notre communication, mais aussi la façon dont on va percevoir, par exemple, je suis athlète, je suis dans le stade, comment le public vient impacter la façon dont je me sens à un moment T. Puis bien sûr, la façon dont je communique, dont je reçois les communications qui viennent de l'extérieur, etc. Et la dimension cohésion d'équipe. Quand on est à plusieurs, comment on va créer Hmm. une cohésion au sein de l'équipe pour fonctionner de façon optimale tous ensemble. La forme, c'est la dimension énergétique. Mhm. Nous, en prépa mentale, on ne travaille pas du tout à l'augmentation de ce potentiel énergétique. On va travailler à la protection du potentiel énergétique et faire que, à un moment donné, on est dans une vie qui est équilibrée Mhm. et on va utiliser notre énergie de la façon la plus intelligente possible. Donc là, c'est par exemple gestion de la fatigue, Oui, ce genre de et puis choses. si possible, prévention. En fait, on Hmm. est beaucoup dans des sujets de prévention. Après, si on a des contraintes liées même à l'activité qui amènent un manque de sommeil, etc., Hmm. comme ça peut être le cas en course au large, en trail ou d'autres activités, Ouais. on va aussi essayer d'utiliser des techniques, y compris de relaxation, etc., qui vont permettre de gérer au mieux l'énergie tout au long de l'épreuve. Donc ça vaut pour un sportif pendant une compétition, mais ça peut très bien valoir pour quelqu'un en entreprise qui, à un moment donné, est sur un projet qui amène un rythme Hmm. particulier ou des équipes dans le milieu médical, etc. En fait, Ouais. Des c'est une chirurgiens, par contrainte, exemple. voilà, c'est Hmm. une contrainte qui est quand même assez prégnante pour tout le monde au quotidien. Carrément. La partie exigence va porter sur tout ce qui est la motivation, donc au travers de la fixation d'objectifs. Euh, Cette fixation d'objectifs, elle va s'opérer à la fois dans les résultats qu'on veut obtenir, mais dans le déploiement de la stratégie. Ça, c'est vraiment important pour la réussite des projets. La réussite, justement, va toucher à la partie plus cognitive, concentration, comment je m'investis complètement dans le moment. On parle beaucoup de l'état de fluidité, le Hmm. flow. Le flow, ouais. Et le flow, il va se jouer dans la présence qu'on va avoir au moment de l'action. Et pour arriver à faire ça, on a besoin de créer un contexte juste avant l'action, pendant l'action qui va être propice. Et c'est beaucoup des sujets de concentration qui vont être rattachés évidemment à l'état émotionnel dans lequel on est aussi. Donc on est sur une approche résolument systémique puisqu'on ne peut pas prendre un élément à part et juste le traiter individuellement. Et le flow, juste pour détailler, parce que peut-être que tout le monde ne voit Oui, pas ce que c'est un état où, en fait, pour vulgariser, tout se passe bien et on oui. a une équation parfaite entre le défi et ses compétences. Oui, C'est un tout peu à ça? fait. En fait, le flow, un chercheur, Mihai Csikszentmihalyi,
a dédié, pour ainsi dire, sa vie à faire des recherches sur le flow et il a constaté à l'origine que, dans certaines activités, on pouvait, se retrouver dans cet état de flow comme si, lorsqu'on déroule la performance, ça se passe de façon relativement facile, Mhm. avec confiance, avec une forme, de perte de notion de temps. Comme si, les choses devenaient, naturelles finalement et le but, c'est justement, d'arriver à s'approcher de cet état de flow le Mhm. plus souvent possible et de créer un contexte favorable pour l'atteindre. Ok. Et donc, dans la phase de. Tu disais, alors c'était. Non, pas exigence, c'était le. Oui, on euh, est dans la réussite. réussite, pardon. Oui. Ça, tu essayes de le provoquer chez les athlètes ou chez les dirigeants Oui. avant une échéance importante. Oui, alors on essaie de maximiser, si je te disais on y arrive, Hmm. 100 du temps et c'est une science exacte et c'est bon, on a la recette, ça serait trop Ouais, facile. bien sûr. Voilà, c'est l'objectif, c'est le but qu'on vise, d'accompagner, les coachés à ce qu'ils puissent, se créer un contexte, un état d'esprit Ok. qui va permettre, d'accéder à l'état de fluidité au moment où ils en auront besoin pendant, pendant la compétition ou pendant, la prise de parole ou, peu importe. Et après, on y arrive plus ou moins. C'est pas non Hmm. plus quelque chose qui est on-off, c'est-à-dire qu'on peut être, plus ou moins, dans l'aisance, la facilité et cetera ou plus ou moins longtemps. En tout cas, c'est quand même, la finalité vers Hmm. laquelle on travaille. Toi, en voile, tu l'as vécu souvent, cet état de flow? Oui, Ouais. c'est un état, qu'on va ressentir, souvent d'ailleurs pas forcément en compétition, hein. Ça peut être, à un moment donné, à l'entraînement, quand on fait corps avec le bateau, Ok. au sein de l'équipage et qu'on sent que, vraiment il y a tout qui s'imbrique correctement et moi, si je devais qualifier, à bord du bateau, je dirais ça. Ce sentiment que, tout est un ensemble, en fait, qu'on est ensemble entre les éléments, le bateau, l'équipage et c'est facile, ça glisse en fait. C'est vraiment ces sensations-là. Ok. Alors qu'on est dans un effort, qui peut être très Hmm. intense et il y a Hmm. une forme de décorrélation. On peut être à une fréquence cardiaque très élevée et en même temps avoir l'impression que c'est facile. Hem Et puis parfois aussi en compétition, bien sûr. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est vrai quand ça arrive, c'est quelque chose, d'extraordinaire. Ouais, Mmh. Salvatore, ouais. Ok. Et le A, c'était donc pour finir l'acronyme. L'amour de soi, L'amour de tout soi. à fait, Ok, on n'a pas ouais. terminé Ouais, l'acronyme. ouais. Donc l'amour de soi, c'est, tout ce qui touche à l'estime, Mhm. c'est-à-dire la façon dont je vais me percevoir, mais aussi, toutes les pensées que je vais avoir vis-à-vis de moi, des autres et du monde qui m'entoure et si je suis dans une dynamique, qui est positive, elle va me porter alors que si j'ai des pensées, qui sont, négatives, je vais me mettre comme un plafond de verre ou des limites en tout cas. Donc on cherche à avoir un amour de soi qui soit équilibré, hein. Le but, c'est pas de basculer dans la surestime, Ouais. mais d'être, dans quelque chose qui est équilibré. Heu, Christophe André dirait qu'une estime de soi, qui va bien, est silencieuse. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, c'est ni trop ni trop peu. Intéressant. Tu aurais une référence de livre ou de Oui, Christophe André? oui, alors, Christophe André a écrit, tout un tas d'ouvrages, vraiment intéressants et très accessibles. On n'a pas besoin d'être spécialiste, pour, les lire, et puis celui qui s'appelle «L'estime de soi», est déjà un bon départ, mais tous ses livres sont particulièrement intéressants. Il a aussi pas mal de podcasts Ok. et de vidéos en ligne qui peuvent, pour ceux qui n'aiment pas lire, Ouais, pour les auditeurs, ok, voilà, on mettra en description. oui. Donc là, de ce que je comprends déjà avec l'acronyme, tu vois, de Préfera, de ce que je vois, le mental est quand même plus complexe que. Mmh. Ce qu'on entend souvent, c'est ce que je m'étais noté, mais que les entraîneurs vont dire il ou elle a un gros mental Oui, ou n'a pas de mental, à oui. l'inverse. J'ai l'impression que c'est un raccourci, d'autant plus ce que tu viens de nous décrire. Est-ce que toi, tu arriveras à nous expliquer, tu vois, les différents
composants du mental. Oui. Alors, tu l'as un peu fait, mais Oui, en fait, typiquement dans l'acronyme, on est sur des grands thèmes sur lesquels on va pouvoir travailler et dans chaque thème, on va avoir, des habiletés, c'est comme ça que ça s'appelle dans notre milieu, des habiletés sur lesquelles on va travailler, qui sont des techniques en fait, avec des outils bien concrets. Heu, le mental s'enseigne à l'université, c'est une matière à part entière mmh et on l'aborde de ce point de vue-là. Alors, après te détailler chaque habileté, ça va être compliqué, mais dans les, techniques qui vont être transversales, on va aussi, se servir des techniques de visualisation, mh. ou d'imagerie mentale. Ça consiste à avoir différents protocoles, dans lesquels on va accompagner, par exemple, l'athlète à visualiser. Il peut visualiser une situation pour l'apprendre. Par exemple, bon, moi, je faisais de la voile. On peut Ouais, répéter dans sa tête des virements de bord, OK. ou un geste technique, bien particulier, quelle que soit la discipline et pas que dans le sport. Si je veux, répéter, par exemple, ma phrase d'introduction, de ma conférence, je vais pouvoir aussi le faire en visualisation, en me projetant mentalement vers, l'activité. Ça, Donc je je te peux coupe, excuse-moi, mais oui, ça peut, aider à gérer le stress aussi. Beaucoup de oui, personnes ne sont pas à l'aise à l'oral quand il y a des présentations devant 10, 20, 30 ou même plus 100 oui, personnes. oui. Ça peut aider à ça. Oui, tout à fait. Alors, les techniques de visualisation, elles ont plusieurs protocoles. Si je Mmh. répète basiquement un geste, je vais être plus sur une dimension technique et je vais peu m'intéresser à la dimension émotionnelle du geste. Je OK. vais répéter dans ma tête le geste technique. Mmh. Si par contre, je veux me projeter vers l'entièreté d'un événement, comme une conférence, tu parlais de prise de parole, je vais là intégrer la dimension émotionnelle et je vais l'intégrer, de telle sorte que tout se passe bien. Il est normal dans un événement comme celui-là d'avoir un peu de stress qui monte. Il faudrait pas vouloir, chasser tout le stress. Mmh. Il va aussi permettre à la personne de montrer, le meilleur de ses compétences au moment où elle en a besoin. OK. Donc on va intégrer le juste, niveau de stress et par la projection mentale, se familiariser avec l'événement, mais aussi répéter, l'événement. OK. Donc, OK, presque pour anticiper, la présence du public, la Oui, présence sur scène, OK. complètement. Parce que parfois on peut aller, sur place aussi, pour repérer les lieux et cetera. Parfois c'est complètement impossible et même si on repère les lieux, on va pas pouvoir mettre du public dedans. Alors, on sait que sur des organisations à grande envergure, ils vont jusque-là dans les répétitions et cetera, mettre du public dans la salle, pour, répéter. Mais voilà, c'est pas tout le temps possible et dans tous les cas, on ne créera pas les conditions exactes du jour J. Donc le but, c'est aussi, de se préparer à des choses, qu'on n'a pas forcément anticipées et de garder une forme de flexibilité. Ouais, OK. Oui, parce que ça sert à rien de vouloir tout anticiper. De toute façon, on sait jamais comment ça se passe, Exactement. le jour J. Ce serait même une erreur de dire, on va accompagner quelqu'un à ce qu'il répète toujours la même chose, au point de le conditionner à ce que ce soit comme ça. OK. Pour qu'au final, il soit surpris et qu'un moindre détail vienne le perturber le jour J. OK. Ah oui, ça casse complètement sa dynamique. Voilà. OK. Ça me fait penser à un sujet, alors non, je vais revenir à la question précédente. Est-ce que dans toutes ces habilités, il y en a quand même des habilités de base, en tout cas un socle sur lesquels, vous travaillez tout le temps parce que c'est, important de les travailler? Et ensuite des habilités qui sont, peut-être plus, de l'affinage? Oui, alors on peut dire qu'il y a un ordre plus ou moins. Il y a des Mmh. choses qu'il est, difficile, de faire au démarrage. Par exemple, une des habiletés qui est importante, c'est de savoir switcher, c'est-à-dire passer d'un état mental à un autre. OK. Mais si je n'ai pas, créé, de répertoire émotionnel en amont, ça va être très compliqué de switcher puisqu'en fait, je ne sais pas vers quel état émotionnel, aller. Quand tu dis switcher, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, je me trouve, pas assez activée OK. avant, une épreuve, je vais, avoir besoin, de m'activer même, en augmentant, à la fois l'aspect émotionnel et puis peut-être énergétique. Donc bon, l'aspect énergétique, ça va être plutôt, avec la prépa physique, l'échauffement et cetera que ça va être vu. Mais sur l'aspect émotionnel, on va switcher vers un autre état mental. Donc si je Mmh. suis un peu trop cool, peut-être que je vais avoir, en magasin, en bibliothèque, un état mental enregistré dans lequel je me sens, dynamique, punchy ou peu importe le terme que je vais, positionner. OK. Mais si je ne l'ai pas, anticipé, je vais ça va être compliqué. Je vais juste me dynamiser un petit peu, mais ça va pas être aussi simple qu'en ayant vraiment enregistré. Donc on va créer un répertoire émotionnel de quelques situations, pas besoin d'en avoir des 1000 et des 100, qui vont être des situations références sur lesquelles on va pouvoir,
switcher pendant les épreuves ou juste avant, en fait. Je comprends. Ça pourrait être de se calmer, hein, quelqu'un qui a du stress. Ça peut être l'inverse, oui, pas forcément se mettre en mode compétition, mais ça peut être aussi Oui. un peu redescendre. Certains qui sont très stressés avant les épreuves vont au contraire avoir une situation qui apporte du calme, de la tranquillité et qui va permettre de se calmer quand il y en a besoin. Ok. Ça peut être aussi pour gérer un moment où on pourra avoir de la colère par rapport à quelque chose. Voilà, donc l'idée, ça va pas être de recopier le même répertoire à tout le monde, puisque chacun va avoir son propre répertoire. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes cibles d'états mentaux. Donc on va d'abord créer un répertoire, après on va apprendre à utiliser ce répertoire. Ok. Donc là, c'est qu'un exemple. Et dans le répertoire, quand tu dis créer un répertoire, c'est comment dire, créer des techniques personnelles pour... Par exemple, je vais te donner un exemple. Ouais. En ce qui me concerne, dans mon répertoire, j'ai une situation qui appelle au calme, à la sérénité. Et dans cette situation, c'est un paysage, je suis à la montagne, il y a un ruisseau ou une petite rivière, on va dire. Et l'élément qui est important pour moi dans cette situation, c'est justement le bruit que fait cette eau qui coule. Okay. Et donc, quand j'ai besoin de me calmer, je vais instantanément entendre dans ma tête le ruisseau qui coule et ça va me calmer. Si j'arrive à faire ça, c'est parce que en imagerie mentale, j'ai visualisé cette situation un certain nombre de fois, au point que j'ai réussi, on va dire, à réduire l'état mental calme, serein à un son. Okay. Voilà. Donc certains appellent ça un ancrage. Et en fait, on peut créer des ancrages sur plusieurs états émotionnels. Donc tu utilises des situations que tu as déjà vécues pour créer ces états mentaux ? Oui, on peut créer à partir de situations déjà vécues. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je donnais, oui, c'est une situation vécue qui remonte. Voilà. Qui remonte à bien loin maintenant. Et puis, on peut aussi parfois créer des situations un peu imaginaires. C'est quand même bien aussi d'avoir des situations vécues, notamment quand on va aller sur les situations de référence qui appellent à des moments de réussite pour aussi booster la confiance. Donc en voile, par exemple, quand tu as eu des moments précis de réussite, tu as réussi à capter un son ou une image et te rappeler dans ce moment-là, dans d'autres moments récents. Quoi. Tout à l'heure, on parlait de l'état de fluidité. Ouais. Justement, quand on vit un état de fluidité, c'est intéressant de revivre en imagerie la situation dans laquelle on a ressenti cet état de fluidité pour pouvoir l'ancrer. Et ce qui va nous intéresser, c'est bien l'action elle-même. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au moment de l'action et pas au moment où on a reçu la médaille sur le podium. Intéressant. Voilà. C'est vraiment l'action qui est prépondérante. Et ça, alors je pense que tu fais entraîner tes coachés là-dessus. Parce que en une fois, ça va être compliqué de se souvenir déjà du moment et de le pratiquer. Quoi. Alors, ce qui est important, c'est à la fois de donner de l'autonomie et d'accompagner, puisque l'idée, c'est que le coaché, à un moment donné, il va avoir besoin d'être autonome dans son action. Nous, on ne va pas l'accompagner, le tenir par la main toute sa vie, pendant toutes les compétitions, etc. Donc, on doit trouver le juste milieu par rapport à ça. Chacun va évoluer de façon plus ou moins rapide vers l'autonomie. Ça dépend aussi de l'âge de la personne, etc. Donc, on va toujours démarrer en séance par une séance guidée d'imagerie mentale. Et rapidement, en fait, parfois tout de suite, même le plus souvent, tout de suite après la première séquence d'imagerie, on va leur proposer un entraînement mental individualisé entre les séances, donc avant la prochaine, au cours duquel ils vont, sans enregistrement, refaire le protocole pour intégrer cette façon de faire et arriver à faire la visualisation par eux-mêmes. Ça, c'est important parce que c'est important qu'ils ne se rendent pas dépendants de notre voix non plus. Et en fait, ils y arrivent très bien. Pour qu'ils l'intègrent et qu'ils soient maîtres de leur... Évidemment, on ne commence pas dès le démarrage par les protocoles les plus complexes, les plus lents. Parce qu'il y a plus ou moins long. Hein. Certains vont durer 5-6 minutes, d'autres vont être beaucoup plus longs. Ça peut aller jusqu'à 20-30 minutes. Et même chez des sportifs blessés, on leur apprend à faire leur entraînement en visualisation.
Ah oui, parce qu'ils peuvent pas Voilà. le faire Voilà. physiquement, donc Voilà. dans la Donc, tête. ceux-là, parfois, s'entraînent longtemps, mais clairement, sans le préparateur mental, on ne serait pas capable de guider tout un entraînement. Donc, on les aide à savoir le faire, mais c'est eux-mêmes qui le font tout seuls. Ok. Donc, Voilà. donc des sportifs blessés s'entraînent visuellement, en tout cas. Oui, Ouais. quand on peut le faire, quand ils sont curieux, demandeurs, Mhm. et qu'il y a notamment des échéances à revenir rapidement, en fait, enfin, aussitôt que possible pour reprendre. En général, le sportif est très demandeur. Donc, bien sûr, on respecte le temps de digestion de la blessure, Ouais. d'acceptation, etc. C'est vraiment important aussi qu'ils aient ce moment de coupure, on va Mhm. dire, pour intégrer la nouvelle réalité. Et puis, une fois qu'ils sont prêts et qu'ils sont dans un état d'esprit de se préparer à revenir sur le terrain, oui, c'est bien de pouvoir continuer l'entraînement en imagerie. Ok. Ça doit éviter de se désentraîner quelque part. Complètement, Mm. ça permet de garder le contact. Ça a à la fois le bénéfice heu, d'éviter le vide qui est créé par l'arrêt d'activité et Mhm. tout ce qui s'ensuit, donc de créer du bien-être, et surtout, de continuer l'entraînement et tous ceux qui le pratiquent, disent clairement qu'au retour, ça a été facilité. Ok. Il arrive même sur des phases d'arrêt, plus longues, que certains en profitent pour, corriger mentalement certains gestes, Ok. qui pouvaient être, erronés. Donc des petits détails, on lance jamais de grands chantiers évidemment Ouais. puisqu'on peut pas les confronter Mhm. à la pratique, et avec qui on peut voir vraiment du bon résultat. Excellent, ouais, bah, hyper intéressant. Mais ça me fait le lien avec le sujet de. Alors, en fait, le lien, c'est état de flow et ensuite concentration. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer, Oui, notamment à cause des écrans, des oui. réseaux sociaux, des notifications, des mails, etc. Comment peut-on améliorer la concentration à l'approche d'une échéance, et que ce soit sportive ou Oui, professionnelle? Tu oui. vois, est-ce que toi, tu as des techniques pour améliorer sa concentration? Oui, bien sûr. C'est un vrai sujet de société. Et encore que moi, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ce métier et plus que je m'y intéresse, puisque voilà, j'étais mon propre cobaye aussi avant ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution forte au niveau de la concentration. Je trouve qu'on a atteint un point bas il y a quelque temps et qu'on est quelque part un peu en train de remonter. Ok. Je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience quand même sur tout ce qui faisait du mal à notre concentration. Mhm. Et je vois quand même de plus en plus de gens qui, par eux-mêmes, ont eu plutôt de bons réflexes pour se remettre dans quelque chose qui est déjà plus propice. Ok. Mais c'est vrai que si on réfléchit à l'échelle de nombreuses années, euh, au siècle dernier, on avait une vie bien plus ancrée dans le manuel, Mm. l'ici, le maintenant, la terre, etc. Ouais. Et qui facilitait la présence, en fait. Hein. Mhm. C'est beaucoup une histoire de présence. Parce que dans la concentration, il y a cette capacité qu'on va avoir à être dans le moment présent. Et après, bien sûr, il y a une question d'endurance. À quel point je vais être endurant dans cette concentration, mais aussi de flexibilité. Donc finalement, les écrans, etc., et la multisollicitation qu'on a en ce moment, elle permet aussi d'entraîner la flexibilité. Mhm. Et ça se fait au détriment de l'endurance. Ouais, Mais quand même, d'un point de vue de la flexibilité, on ne peut pas voir que du mauvais c'est vrai. à la vie d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bon équilibre et aussi d'être adapté à nos contraintes. Si je suis dans une production de performance qui nécessite de l'endurance, il va falloir que j'apprenne à me focaliser de façon endurante d'une certaine façon. Alors que si j'ai besoin de flexibilité, je vais aussi avoir besoin d'entraîner cette flexibilité. Alors tout n'est pas on ou off. Il n'y a aucune discipline qui ne fait que de l'endurance ou que de la Ouais, flexibilité. bien sûr. Mais c'est quand même important de prendre en compte les spécificités. On voit bien, par exemple, avec les étudiants, qu'un étudiant, là, par exemple, moi, j'accompagne certains qui préparent les concours pour la première année de médecine. Mhm. Là, ils sont dans le mois de septembre. Euh, ils démarrent. Au démarrage, ils ont un peu de difficulté à se mettre au travail, etc. Puis, dès qu'ils ont pris le rythme, ils arrivent bien plus facilement à se concentrer. Et là, je parle même pas de préparation mentale. Je Ok. parle juste de mise au travail. Ok. Donc, on voit bien qu'il y a une plasticité qui est quand même très importante
et qu'on va pouvoir optimiser par le mental. Ok. Donc, on va travailler d'abord tout ce qui est contexte pour la mise au travail, par exemple. Donc, savoir identifier finalement qu'est-ce qui m'aide à me concentrer, qu'est-ce qui m'empêche de me concentrer. Mhm. Euh, Tout le monde ne se concentre pas de la même façon. Parfois, on a cette vision qu'il ne faut pas bouger, il faut être assis bien droit, etc. Alors que certains vont avoir besoin, parfois vont se concentrer plus facilement quand ils amènent un peu de Ok, mouvement, etc. intéressant. Certains vont rentrer plus par la porte auditive ou visuelle. Donc ça, c'est des spécificités à prendre en compte. Et puis, certaines personnes se font plus facilement déconcentrer par les bruits extérieurs, etc. Donc il y a aussi un peu cet état des lieux à faire de qu'est-ce qui va me faciliter la concentration, qu'est-ce qui va au contraire abîmer ma concentration. Ça, c'est quand on peut agir sur l'environnement. Mais si on est dans un environnement qu'on ne choisit pas comme un environnement de compétition Ouais. sportive, on va prendre en compte les contraintes et on va s'entraîner sous contrainte pour s'habituer et créer un contexte mental qui va faciliter ce point-là. Et puis après, on parlait tout à l'heure des techniques de visualisation. Mhm. On sait que quand on entraîne ces techniques, ça booste la concentration puisque, mine de rien, fermer les yeux pendant une quinzaine de minutes et être concentré sur un mouvement qu'on fait dans sa tête, ça demande beaucoup de concentration. Donc, quand on s'entraîne de cette façon-là, on entraîne de façon collatérale la concentration. Et après, on peut utiliser différentes techniques, aussi basiques soient-elles. C'est comme si là, je te demandais de regarder le verre d'eau qui est à côté de nous, de fixer toute ton attention dessus, puis de regarder de l'autre côté ou de fermer les yeux, de penser à une chanson que tu aimes bien, etc. Ok. Et voilà, on va s'entraîner à stimuler les différents champs d'attention. C'est marrant, c'est un peu comme dans les méditations où tu essaies de Oui. te focaliser sur des points précis. Complètement, Mm. complètement, hein, ces techniques de méditation, etc., sont d'excellents moyens d'orienter la concentration et de la travailler. Ok. Et puis après, il y a tout ce qui touche à la routine. Moi, je préfère appeler ça une procédure de concentration qu'une routine. Ok. Mais bon, le routine, c'est le mot qui parle à tout le monde. On voit bien, par exemple, avec les joueurs de tennis qui sont assez médiatisés Oui. sur cet aspect-là, on voit bien que avant l'action, entre deux actions, répéter une forme de procédure permet aussi de s'échauffer au démarrage de l'action. Ok. Oui, comme de créer Nadal, un contact. on Voilà. connaît bien Voilà. ça, Voilà. procédure. Mais Nadal, alors c'est vrai moi je trouve qu'en France, le public est parfois un peu dur vis-à-vis de lui parce que parfois c'est un peu moqueur, je trouve, la façon dont c'est perçu, alors que déjà il est pas tout seul et puis quand on regarde la performance qu'il produit derrière, C'est clair. je pense qu'on peut s'inspirer de la façon Ouais. dont il procède. Et moi, j'invite tout le monde à apprendre à essayer d'aligner les bouteilles comme il fait au banc et à faire l'expérience. Parce que essayez d'aligner les deux bouteilles et vous verrez que vous ne pouvez pas penser à autre chose en même temps que vous essayez d'être précis à ce geste-là. Et c'est bien l'objet de la procédure de concentration. Il se recentre en fait en faisant ça et ça le coupe en fait de Ouais. Complètement Complètement. extérieur. Complètement. En même temps, avec son palmarès, Voilà. je pense que Voilà. ça prouve Voilà. les choses. Ok. Et tu disais, en France, on est moqueur. Tu penses que dans d'autres pays, il y a moins ce jugement, tu vois, sur ces Ouais. procédures-là? Alors, C'est parce que tu vois, la méditation pendant longtemps en France, j'ai l'impression que c'était pas courant. Alors maintenant, ça a été démocratisé par plein de moyens, mais ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a une dimension culturelle. Alors, je sais pas comment c'est ailleurs puisque je n'y suis pas. En tout cas, je vois que dans notre pays, parfois, j'ai déjà entendu, voilà, quelques journalistes parler Se moquer un peu. des rites ou de je ne sais comment ils appellent ça, de façon parfois, voilà, pas toujours très positive. Ouais. Mais beaucoup en parlent aussi très positivement. Culturellement, là, tu parles de la méditation, évidemment, je pense que les pays occidentaux ont du retard Oui. culturellement par rapport aux À pays l'Orient. orientaux. Mais voilà, là, c'est une question vraiment de culture. Et pour autant, je pense que maintenant, c'est quand même bien démocratisé et ouvert. Il y a quand même de plus en plus d'ouverture sur les différentes approches et curiosités. Et ça me fait penser à une autre question sur la préparation mentale.
Alors c'est pas récent puisque toi, tu as commencé, tôt et je pense que c'est arrivé il y a longtemps, mais ça s'élargit quand même, Oui. maintenant, par rapport aux pays anglo-saxons. Tu vois une différence là depuis les 10 dernières années en France, sur le sujet? Oui, complètement, hein, ça s'est vraiment, Mmh. démocratisé, hein, si on peut Mmh. dire. Il y a En fait, la préparation mentale, elle a été, assez médiatisée, sur le continent nord-américain, Oui. hein, États-Unis, mais Canada aussi. Les Canadiens sont vraiment, précurseurs aussi, dans tout ce qui est recherche, dans ce milieu-là. OK. Donc les Américains en ont plus parlé au sens, public du terme, mais les Canadiens, vraiment au niveau recherche, sont, très poussés. Dans toutes les sciences du sport en fait, Mmh. hein, ils sont, bien avancés. Donc les pays anglo-saxons en général, s'y sont intéressés assez tôt et puis il y a eu des ouvrages, voilà, hein, si on se parle, même du coaching au sens global, les ouvrages, de John Whitmore ont clairement influencé ce qui s'est passé, après, ailleurs dans le monde. Pour autant, aujourd'hui en Europe, on voit vraiment, un intérêt, de plus en plus important. Il y a qu'à Mmh. voir le nombre, de diplômes Oui, qui a augmenté, les c'est vrai. formations et cetera. C'est un bon Mmh. baromètre Mmh. et c'est vrai que pour moi qui interviens, à la fois dans le sport et dans l'entreprise, j'ai pas vu de différence majeure dans le sport, ces 10 dernières années. Mmh. Bien que certaines disciplines, heu, qui, ne s'y intéressaient, pas directement, on peut dire que maintenant il y a aucun sport qui ne s'intéresse pas à la prépa mentale, donc Oui. ça on peut dire que c'est quand même une évolution. En entreprise, je pense que le terme préparation mentale était très confidentiel, il y a une quinzaine d'années. Mmh. Aujourd'hui, il y a de nombreuses demandes, et je pense que, les Jeux olympiques ont chaque Jeux olympiques, on parle beaucoup de l'aspect mental. En fait, c'est pas nouveau, c'est pas que ces Jeux olympiques-là, c'est juste que ceux-là, ils étaient en France et donc les Français s'y sont plus intéressés. Mmh. Intéressant parce que je me disais, cet été, je trouvais qu'à la télé, on en parlait beaucoup. Mmh. En fait, OK, c'est plus parce que c'était en France qu'on entendait plus, enfin, En fait, je pense plus qu'il y a parler, une quoi. montée en puissance sur Mmh. le sujet, mais tous les 4 ans, enfin, tous les 2 ans, en fait, puisqu'il y a Ouais. ceux d'été et Oui, c'est vrai, d'hiver, c'est vrai. Mmh. on a quand même, c'est vrai qu'aux Jeux olympiques, les athlètes parlent beaucoup du mental et sont relayés, dans la presse, Mmh. à ce sujet. Mmh. OK, intéressant. J'avais un sujet sur, l'excellence. Bah, tu l'as dit, d'ailleurs dans l'acronyme. Toi, en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, olympienne, tu cherchais constamment l'excellence dans ton sport. Mmh. Comment, fais-tu pour apporter cette culture, dans les entreprises dans lesquelles tu interviens, que ce soit individuellement ou collectivement? J'ai un peu l'impression que alors je sais pas si l'excellence se perd, ce serait, présomptueux de dire ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'exploite pas forcément tout notre potentiel pour aller chercher l'excellence, tu vois? Oui, alors dans l'acronyme, c'est exigence, qui est un peu Exigence, OK, OK, différent, de l'excellence. autant pour moi. Donc je vais y répondre, un peu sous les 2 angles. L'excellence, que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport de haut niveau, pour moi, elle y est et j'aurais pas la prétention, de dire que je vais apporter la culture, de l'excellence parce que je l'aperçois, Mmh. là OK, où, je travaille. Après, c'est plutôt comment on va atteindre, oui. finalement, cette excellence et parfois certains milieux, savent très bien comment faire, sur toutes les compétences opérationnelles Mmh. et ces compétences transversales comme celles, du mental, bah, ils sont un peu moins, compétents pour le faire donc j'ai plutôt l'impression d'apporter, heu, de contribuer à la recherche, de l'excellence par OK, ma compétence en fait, plus que par un état d'esprit. Hem, Dans l'acronyme, on a le terme exigence, qui, on aurait pu mettre un terme un peu plus, bateau, sur la motivation, oui. et on a pris le parti de l'exigence parce que, en effet, ça nous semble être, important, de remettre au premier plan cette notion aussi, d'engagement, Mmh. d'exigence, qui, c'est vrai, n'est pas forcément très à la mode, Mmh, carrément. ou n'est peut-être plus très à la mode, bien que, il me semble que c'est en train de revenir. OK, Voilà. intéressant. Ah oui, tu as vu une période de flottement un peu, ces En dernières années? en tout cas, je pense qu'on a des, rapports, aux valeurs, travail et cetera qui ont évolué, Mmh mh. et quant à l'exigence,
parfois, on a faussement opposé exigence et bienveillance, Mmh. euh, Oui, alors que la bienveillance comprend l'exigence. ouais, Euh, complètement. et ça, je pense que tous les spécialistes de la bienveillance le diraient. Voilà. Et c'est vrai que la bienveillance, le terme a été galvaudé ces dernières années, Oui, mais pas forcément bien compris tout à dans son fait, sens profond, quoi. tout à fait. Ok, Ce serait intéressant que tu interroges Juliette Tournant. ok, Voilà. ok. Elle pourrait t'en Je, raconter beaucoup à ce je- propos. je vais me noter ça, Voilà. ouais, carrément. On pourra faire un épisode Elle a écrit la là-dessus. stratégie de la bienveillance, c'est pour ça que je te dis ça. Ok, bah Voilà. carrément, je me note ça. Il y a un sujet sur la gestion de l'échec. Oui. On est dans une période particulière, Mm. je trouve, alors, économiquement c'est un peu compliqué, Mm, socialement mm, aussi, mm, sociétalement aussi. Comment tu aides les entreprises alors je dis les entreprises, ça peut être les sportifs de haut niveau, puisque c'est peut-être plus, ça se voit plus vite en fait sur les mm, échecs. mm, Comment tu fais pour les aider à rebondir, tu vois, mm. après un échec? Alors déjà l'encaisser et ensuite Oui, rebondir derrière. oui. Je dirais que il y a différents types de situations. Parce que là, tu parles d'échec, on peut aussi parler d'erreur. Oui. Dans le côté échec, pour moi, il y a un côté, on n'a pas réussi et une forme de gravité, on va dire, dans l'erreur. Mhm. Alors que certaines erreurs vont être plus faciles à rebondir derrière. Et ça, c'est quand même un élément important parce que l'impact émotionnel n'est pas du tout le même Mhm. euh, dans une erreur relativement légère, en tout cas qui peut avoir des conséquences, on va dire, mais des conséquences relatives, et une erreur un peu plus grave où il s'agit véritablement d'un échec. Ok. Tu parlais de digestion. Après un échec, il y a vraiment ce besoin de digérer, d'accepter, en fait, de passer à autre chose. Certains font l'analogie avec la notion de deuil. On pourrait très bien, en effet, se servir voilà, des étapes du deuil, Mhm. au sens la perte de quelque chose, Oui. pour accompagner cette première partie. Puis après, il y a la notion de rebondir. Alors que dans une erreur qui va être moins impactante, on va plus facilement avoir la partie rebondir qui va arriver plus tôt. Voilà. Mhm. Ok, Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose effectivement. en termes d'étapes pour gérer la situation. Et après, est-ce que j'accompagne une personne, une équipe, une organisation, puisque est-ce que ça s'est joué à titre individuel, collectif, pour toute l'orga? Et pareil, ça va amener une réflexion sur la modalité d'accompagnement qui va être complètement différente. Intéressant, ok. Ouais, donc et si on prend le cas d'un individu, par Oui, exemple, alors, prendre un cas que je, que je connais autour de moi, ou même personnellement, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on va créer des oui, entreprises, certaines vont marcher, d'autres non. Quand une entreprise ne marche pas derrière, ça peut être compliqué tu vois, de se relancer et de créer autre chose. Comment tu fais pour que l'individu ne pense qu'il est voué ou destiné tu sais, à répéter cet oui, échec-là, quoi? oui. En fait, dans ce que tu décris, pour moi, tu poses la question de comment faire pour que la personne qui vit un échec ne soit pas atteinte au niveau de sa confiance et de son estime au point Mm. qu'il va transformer ça avec des croyances négatives qui le Ouais, laisseraient penser que c'est une fatalité et que ça va se reproduire en forme de cercle vicieux. tout à fait. Voilà, donc Mm. évidemment, la phase de débriefing. Alors, ils vont toujours avoir un débriefing technique, Mhm. normalement. Alors, dans l'entrepreneuriat, c'est entre associés en Mhm. général, ou en tout cas entre techniciens, ils vont débriefer techniquement. Quoique parfois, certains ne vont pas prendre le temps de faire ça parce qu'ils ne veulent tellement pas regarder la situation qui est difficile, Mm. qu'ils voudraient rebasculer direct sur un nouveau projet. Et ils le font plus tard. Donc en tout cas, s'assurer que cette partie analyse de la situation d'un point de vue opérationnel est faite. Mais ça, c'est pas notre partie de coach prépa mental. Oui. Nous, on participe pas à cette partie technique. En revanche, questionner l'état émotionnel, etc. Et s'assurer de la bonne distinction entre qui je suis, mes compétences, mes points forts, mes erreurs. S'assurer que les erreurs qui ont été faites sont associées évidemment probablement à des points qui sont à améliorer, Mhm. mais ne vont pas me définir en tant que personne.
Ok, Voilà. Donc, il y a toute compris. une partie autour du questionnement et puis de préserver la partie plus identitaire de l'estime au travers de où sont mes points forts, etc. Ok, Mais on ne peut pas parler des points forts à quelqu'un qui est juste en train de vivre une phase négative, ça serait complètement déconnecté. Donc, ouais, on y va vraiment petit à petit et quand il y a de l'ouverture qui s'amène. Et puis après, rebondir, accompagner le rebondissement vers ok. évidemment une suite. Il y a cette étape où je regarde derrière pour comprendre ce qui s'est passé, digérer, accepter, se remettre dans le moment présent, puis se projeter vers l'avenir. Ok. Et c'est aussi faire un peu attention de ne pas directement se projeter que vers l'avenir. Alors certains en ont besoin, ils vont le faire assez tôt et c'est OK, Mhm. mais en tout cas pas que vers ça comme une fuite en avant et après les vieux démons Reviennent. reviennent. Ouais. Voilà. C'est pas toujours que du ressort du coach prépa mental. On peut détecter sur ces phases-là qu'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus profond, clinique, et il peut y avoir un travail complémentaire fait avec un psychologue qui va pas du tout aborder les choses de la même façon. Nous, on va pas sur ces terrains-là. Oui. On reste sur des dimensions qui sont plus dans le moment présent et justement tournées vers l'avenir. Si dans le débriefing de la situation, on perçoit qu'il y a des choses trop lourdes à apporter et qui sont au-delà de nos compétences, on Mhm. va directement réorienter aussi Ok. vers le psychologue. Et c'est en général des moments qui sont hyper intéressants pour la personne avec un double accompagnement Carrément. ou alors le psy qui reprend le relais et puis nous qui réintervenons plus tard au moment Après. de la phase de rebond. Ok. Voilà. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on le répète. C'est vrai que la distinction Oui. psychologue, pardon, préparation mentale, coaching est à faire. Tout à fait. Et je pense que si des coachs commencent à traiter ces sujets-là, c'est qu'il y a un danger. Complètement, Euh, complètement. ok. C'est vraiment important de percevoir la limite et de rester dans notre propre champ de compétences. Et clairement, un psychologue a des compétences pour traiter certains sujets que nous n'avons pas Mhm. en tant que coach prépa mental. Et donc, c'est important de rester sur notre champ de compétences. Ouais. C'est bien de l'avoir rappelé. Ah oui, tiens, on parlait avant de termes galvaudés. On entend souvent parler d'intelligence émotionnelle. Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, réellement? L'intelligence émotionnelle, alors expliquer ce que ça serait prétentieux, je dirais. Moi, je vais conseiller l'ouvrage en premier parce que Ouais. vraiment, si quelqu'un s'intéresse à l'intelligence émotionnelle, moi, je conseille vivement de lire les ouvrages qui sont aussi très bien faits pour le grand public Mhm. sur l'intelligence émotionnelle. Après, qu'est-ce que c'est? En fait, si on part du principe que l'intelligence, c'est la capacité qu'on a à s'adapter, il s'agit finalement d'adapter l'émotion dans laquelle on est. Et donc, c'est en fait tout le travail qu'on peut faire en prépa mentale, si je prends en tout cas dans mon cadre de référence, Mhm. prépa mentale, toute la partie je me connais suffisamment bien pour savoir reconnaître l'état émotionnel dans lequel je suis. Mm. Et forte de cette connaissance de mes émotions et de mes ressentis, je vais être en capacité d'agir dessus pour rester dans l'émotion qui est adaptée à la situation dans laquelle je suis. Et puis évidemment, une émotion qui soit agréable et positive pour moi. On ne va pas Ok. chercher euh, à se mettre dans des états mentaux négatifs, au contraire. Voilà. Ok. Parce que souvent, on pensait que l'intelligence émotionnelle, c'était savoir interagir avec les autres. Tu vois. Alors, il y a en effet, forcément, quand émotionnellement je me connais bien, je vais être plus juste dans ma façon de me ressentir et donc je vais rentrer plus facilement en interaction avec les Avec autres. les autres. Mm. Parce que si, par exemple, dans un entretien commercial, euh, mon interlocuteur adresse une objection Mhm. et que je me fais déstabiliser par cette objection, la façon dont je vais réagir derrière va être contre-productive pour notre entretien. Mm. Donc, Carrément. pour autant, au démarrage, c'est quand même un sujet émotionnel. Si j'arrive à garder mon calme, à rester dans un état mental ouvert à l'autre, je vais plus facilement maintenir une communication qui va être fluide avec l'interlocuteur. Donc, Ok. forcément, ça a un impact. Encore une fois, tout ça, c'est systémique. La communication, elle va dépendre de notre état émotionnel, mais pas que. Si je suis fatiguée, ça a un impact. Mm. Si je suis pas concentrée, ça a un impact.
Donc, tout ça, ça C'est va un se recouper ensemble. en fait. Hein. Ok, oui, c'est un ensemble. Ok. Alors, je vois que le temps, le temps file, mais je voulais vraiment aborder ce sujet-là parce que j'ai vu que tu avais coécrit un livre, pardon, qui s'appelle Gagner 15% de votre Mhm. temps. La procrastination est un sujet qui me passionne, Oui, oui. notamment, mais alors, c'est procrastination dans le sens où aussi parce que nos vies sont de plus en plus Mm, remplies, on va faire mm. toujours de plus en plus de choses. Alors, comment peut-on, dans les grandes lignes, tu vois, gérer notre temps et optimiser notre temps, quoi? Oui. Alors, au-delà des conseils, évidemment globaux qu'on peut donner sur toutes les dimensions organisation, faire des choix, délégation, etc. Euh, sur la partie mentale, je dirais que évidemment le sujet qui va être prégnant, c'est la dimension de concentration. Si je veux gagner du temps, dès lors que je vais être pleinement concentrée à la tâche que je suis en train de réaliser, je vais être beaucoup plus efficace. Elle va me prendre moins de temps et donc je vais gagner du temps. Et c'est Oui. vrai qu'au quotidien, avec les multi-sollicitations, il arrive que cette concentration, elle soit très, très impactée. Et bon, on donne souvent le conseil basique de couper les notifications quand on travaille sur la rédaction d'un article ou je Ouais. ne sais quoi. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre de travail en étant déconcentré par des notifs, le téléphone qui sonne, etc., toutes les 5 minutes. Parce que à chaque fois, il y a le temps de traiter le nouveau sujet et le temps de reconcentration là où on en est. Mmh. C'est juste catastrophique, à la fois dans l'efficacité qu'on va mettre à la tâche, mais aussi dans l'épuisement attentionnel qu'on va créer à sans arrêt passer d'une tâche à l'autre. Donc, il y a le conseil de bon sens. Euh, il est important que chacun redevienne maître de son temps et de savoir s'octroyer des bulles, etc., de couper les notifs. Mmh. Mais il y a aussi, évidemment, la compétence concentration. Comment je me mets au travail et voilà, comment j'arrive à me concentrer pendant une certaine durée, etc. Donc ça, c'est un élément ultra prépondérant. Bah, intéressant, je le vois quand tu parlais des notifications, mais c'est vrai qu'à titre perso, déjà, quand j'écris des messages et en même temps que je suis en train de travailler Mm. sur un sujet, je vais mettre 3 heures. Oui. Alors qu'en 1 heure, ça aurait Eh pu oui. être, ça aurait pu être fait, quoi. Complètement. Donc Ouais. ça, c'est un sujet. Après, notre cerveau, il n'est pas capable, à un moment donné, il sature et Mmh. on n'a pas tous le même stade de saturation. Et puis et même à titre individuel, si on a plus ou moins bien dormi, etc., il va y avoir de l'impact. Donc c'est important aussi d'être à l'écoute de nos propres alertes Mmh. et de se rendre compte quand on devient un peu à la limite et de savoir se reposer. Donc se reposer, c'est bien dormir la nuit, ok. Ouais. Mmh. Mais entre deux actions, savoir aussi s'accorder ne serait-ce que 5 minutes dans la journée où on va simplement fermer les yeux, écouter de la musique ou juste fermer les yeux et se reposer, se relâcher musculairement, etc. C'est des choses qui peuvent permettre de vraiment développer de l'endurance au niveau de la concentration tout au long de la journée, de s'accorder des micro-pauses. Et clairement, quand on est en train de courir après le temps, euh, on est dans une dynamique inverse en fait. Carrément. Et sur la procrastination, comment on peut éviter de procrastiner parce qu'on a, Alors, on a beaucoup de oui, bonnes intentions. oui, oui. Et puis, tu sais, il y a des choses qui traînent pendant Oui, 6 oui, mois, oui. 1 an. Oui, oui, oui. Plus. Alors, certaines approches, je pense notamment au bouquin Eat That Frog. J'imagine Ok. que tu l'as lu ou Non, non. non, je l'ai Alors, pas lu. bah, c'est un bouquin qui a un best-seller Ok. euh, qui a été traduit dans plein de langues, donc il est en français aussi. Ils vont plutôt conseiller. Donc le principe, c'est mange ta grenouille. C'est Oui. en gros commence par ce qui te plaît le moins. Le moins, ok. Euh, Je rends la compta, quoi. voilà, voilà. Alors moi, je suis plutôt partagée par rapport à ce conseil. Je Ok. pense qu'il y a des personnes qui vont bien réagir à ce conseil-là, Mhm. qui sont capables en fait d'activer quelque part cette compétence. Allez, je me mets au travail et juste en me le disant, j'arrive à le faire. Ouais. Et je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est pas vraiment adapté Hmm. et pour qui il va être au contraire pertinent de démarrer par ce qui amène du plaisir en fait. Intéressant. Et une fois que le plaisir est lancé dans la mise au travail, eh ben, elles ont l'énergie d'aller travailler sur des choses un peu plus fastidieuses. Ok. Voilà. Donc je dirais que ça, c'est un premier conseil. Savoir Par finalement quoi on aime quel va être le commencer? moteur, Ok. le besoin qui va faciliter la mise au travail.
Et puis, il y a aussi la stratégie par rapport à nos états de forme dans la journée. Mmh. C'est-à-dire que on sait qu'on a des biorhythmes et alors 2 tiers de la population est plutôt du matin. Il y a quand même 1 tiers de la population qui ne l'est pas. Ah, c'est vrai, c'est ça les Mais stats, ok. Je voilà, c'est connaissais ça pas. à peu Intéressant. près. Donc, sur les 2 tiers, on va plutôt conseiller de faire les tâches qui demandent de la minutie, de la réflexion, un effort intellectuel un peu plus important le matin pour cela. Et alors qu'on va privilégier des tâches un peu plus créatives, ouvertes ou simples sur les moments où on a le rythme qui potentiellement pourrait baisser. Mais Intéressant. encore faut-il connaître son biorhythme, donc Oui. ça nécessite d'être un peu à l'écoute de soi, de sentir quand est-ce qu'on a Mmh. finalement la ressource de concentration qui va être adaptée. Donc Ouais. il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. De se connaître, quoi, et de. Voilà. Ok. Oui, souvent après le repas de midi, pour Oui, certains, voilà. ça peut être compliqué, quoi. Voilà, exactement. C'est peut-être pas là qu'on va se mettre à Ouais. la compta. Ouais. Et puis d'être un peu stratège. Voilà, en gros, je dirais d'avoir un peu de stratégie, une bonne connaissance de soi, d'utiliser le vecteur plaisir, Mmh. et puis et de planifier, bien sûr, Ouais. pour savoir quand est-ce qu'on fait les choses. C'est marrant, ouais. Parce que mes amis rigolent à chaque fois, mais moi je fais une micro-sieste entre midi Oui, et deux, ouais. 15-20 minutes, parce que Ouais. derrière, enfin, j'ai jamais de coup de barre l'après-midi grâce à Ouais, ça. ouais. Et quand je le fais pas, c'est Ah, plus compliqué. mais moi, je conseille vivement Mm. la micro-sieste, hein. Mm. Enfin, micro-sieste ou même simplement fermer les yeux, Oui. se reposer. La micro-sieste, c'est idéal en termes de récup. Les techniques qu'on utilise en relaxation associées à de la visualisation, on sait que ça permet énormément de récupération. Mm. Et quand on a des métiers qui nécessitent de l'attention jusque tard dans la journée, Ouais. clairement, c'est très fortement recommandé. Ouais, ça m'a permis ça me permet de tenir, clairement. Alors ensuite, pour moi, c'est l'assiette, peut-être que d'autres, ça va être juste une petite balade Exactement. après un repas, c'est personnel, quoi. Mais, Exactement. En tout cas, s'accorder du moment de repos. C'est ok. impossible, en fait, d'être à fond toute la journée. Ouais. Mm. Ou alors c'est illusoire, mais être à fond en maintenant un bon niveau d'efficacité, de façon régulière, 365 jours par an, je parle pas de 1 ou 2 journées de temps en temps, dans la régularité, c'est utopique. Mais tu vois, je m'écarte du sujet, mais ça me fait penser à l'école, en fait, où les plages, alors je sais pas comment c'était pour toi, mais on avait je sais pas, des plages de 2-3 heures de cours, Oui. parfois non-stop, je sais Oui. pas. Je sais pas si c'était adapté, quoi. Oui, le système évolue, voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai pas. Ça évolue, mais c'est vrai que en fait, ça dépend comment le professeur va animer ces 2-3 heures de cours. C'est vrai toujours aussi. pareil. C'est vrai aussi. C'est Si sûr. c'est un cours descendant, etc., ça risque d'être un peu compliqué. S'il met de l'interaction, qu'il y a du mouvement, y compris du mouvement physique, ouais. qu'on se déplace dans la salle, qu'on déplace les tables, hop, un peu un moment de groupe. Et puis, au contraire, sur 2-3 heures, on attend vraiment de pousser un sujet de façon dynamique et ça peut être super intéressant. Ouais. Par contre, si c'est un PowerPoint pendant 3 heures, je pense que ça va être très Ça peut être compliqué. très long, ouais. Voilà. Non, complètement. Alors, on va bientôt arriver au bout de l'épisode, mais j'avais une question sur, alors, pour reprendre le début, c'est dans mon entourage, on a tous fait un peu ce truc d'études. On a un peu arrêté le sport pendant cette phase. 5 ans, plus de sport, et on reprend vers 30 ans, tu vois. Comment on peut retrouver la motivation à se remettre au sport? Parce que je pense que le sport ou l'activité physique, peu importe quelle qu'elle soit, aide, tu vois, pour sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. Alors, Et en fait, ça fait partie de la procrastination, tu vois. Comment ouais, on s'y remet, ouais, quoi. ouais. Oui, alors il y a comment on s'y remet, ou je vais même dire comment on maintient. Parce qu'en fait, avant de s'y remettre, le top, ça serait de pas arrêter. T'as raison, c'est vrai, très juste. Voilà. Donc, c'est vrai que, alors, c'est pas le sport pour moi, c'est l'activité physique. Oui. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de pratiquer un sport, mais ne serait-ce que garder de la mobilité, marcher, etc. T'as raison. Quelqu'un qui a un métier qui est déjà très physique, on va peut-être pas C'est vrai. lui rajouter le moment de la pause lecture, ça serait peut-être pas mal L'inverse, ouais. dans l'équilibre. Donc voilà, il y a comment on fait pour avoir une vie qui est équilibrée d'un point de vue des besoins du corps humain. Toutes les études montrent que l'activité physique, elle aide à la réflexion, etc. Donc, même quand on a une activité qui nécessite surtout, qui va solliciter la partie intellectuelle, on a un intérêt prouvé à être en mouvement. Donc maintenant, comment faire? Je dirais, ça
tu faisais le lien avec la procrastination, mais pour moi, là où il y a un lien important, il faut pas que ce soit perçu, je pense, comme une contrainte pour que ce soit durable Oui. à l'échelle de la vie. Mhm. Il est important que le plaisir soit présent. Ouais. Et en fait, certes, on a tous des sources de plaisir différentes, donc le choix de l'activité va être important. Complètement. Si c'est une priorité pour moi d'avoir des relations avec mes amis, bah, peut-être que il va être pertinent de pratiquer cette activité avec un ou plusieurs amis. Et en fait, la motivation, ça va être Ouais. de passer du temps avec mes amis. Certains vont avoir besoin de se fixer des objectifs pour relever des défis. Ça, Mhm. c'est un moteur qui fonctionne Ouais. super bien avec certaines personnes. Ils vont se dire allez, je m'inscris à tel événement, au marathon Ouais. de New York, parce que voilà, ça me fait rêver. Mhm. Et puis, ils vont déployer le plan d'entraînement parce qu'ils ont cet objectif en ligne de mire. Globalement, se fixer des objectifs, c'est quand même une bonne chose. Ça aide. Après, pas forcément un objectif de fou. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, il y a plein de solutions de parade, j'ai envie de dire, pour se mettre dans une bonne dynamique. Mm. On parlait tout à l'heure des raisons d'être, un Oui. levier important. Si ça n'est pas rattaché à une raison d'être, quelle qu'elle soit, il y a peu de chances que ça tienne dans le temps. Ok. Voilà. Si je m'inscris à la salle de sport juste parce que c'est ma résolution du 1er janvier, a On les connaît. priori, voilà, a priori, je vais y aller un petit peu et Mm. je vais être très rentable pour la salle de sport parce que je n'y mettrai pas beaucoup C'est les pieds. clair. Ouais. Voilà. Par contre, si je le rattache à une raison d'être, qui peut être le partage, qui peut être le Mm. dépassement de soi, le fait de se sentir bien dans son corps, la beauté, être en bonne santé, Mm. là, ça prend un autre sens. Ok. Et finalement, le terrain de jeu, ça va être juste un moyen de faire vivre cette raison d'être-là. Et ça, c'est vraiment important. Ok. Donc travailler sur le pourquoi. Oui, plutôt. exactement. Pourquoi Ok. je vais le faire Mm. Qu'est-ce que ça vient nourrir pour moi? En quoi c'est important pour Mhm. moi? Ok. Mais oui, la Voilà. résolution du 1er janvier, Voilà. ça marche pas trop, quoi. Ok. Pour terminer, j'ai envie de te poser 2 questions. Je conclue les épisodes toujours par ça. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement et que tu connais ou pas, hein? Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'étais sportive. Ouais. Et j'ai jamais cité un seul nom parce que j'ai toujours aimé me nourrir de la diversité, en fait. Ok. Je suis plutôt du genre à... bah, je vais m'intéresser à tel sujet Mhm. et donc tel sujet, je vais chercher qui sont les précurseurs, les gens qui travaillent vraiment là-dessus Ok. et aller beaucoup m'intéresser aux travaux de ces personnes-là à un moment donné. Ok. Donc j'ai envie de dire... Mais il n'y a pas, y a pas une personne qui te. Non, Ouais. non. Même en voile, quoi. C'était. Non, Ok. même en voile. Après, il y a des personnes qui ont marqué l'histoire, chacun dans leur domaine. J'ai regardé avec beaucoup de plaisir le reportage qui a été fait sur Marie-Josée Pérec. Oui. Ouais. Voilà, j'avais lu sa biographie. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup quand j'étais petite. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai vu les Jeux Olympiques de Barcelone à la Ouais. télé. Donc Le doublé, ouais. voilà, donc Mhm. c'est quelqu'un qui m'a fait rêver, on peut dire. Et donc, je suis ravie de voir qu'elle revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Clairement. Ça me fait plaisir, mais voilà, elle va pas plus m'inspirer C'est pas. Ok, je vois. que plein d'autres gens dans leur domaine. Je comprends. Et la deuxième question, c'est de quoi rêves-tu maintenant? Alors, rêver, pour moi, c'est un grand mot. Mhm. Et en même temps, j'ai plus envie de parler de souhait. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je me souhaite, c'est vraiment de continuer à être heureuse, épanouie et à me faire plaisir en fait dans ce que je fais dans la vie en général et à la fois me faire plaisir et en même temps en continuant à rechercher la progression, l'excellence dont on parlait tout à l'heure. Ok. Voilà, une forme de dépassement, quel que soit le projet. Voilà, je Ok. me souhaite d'être animée Excellent. par ces valeurs, j'ai envie de dire.
le plus longtemps possible. Excellent. Voilà. Merci pour tes réponses. Si on veut travailler avec toi, avec Préfera, on te contacte sur le site internet. J'ai vu qu'il y avait un formulaire. Tout Ouais, à fait, dessus. prefera.fr. Ouais. Voilà, vous nous trouvez facilement sur le net, sur LinkedIn. Et vous intervenez partout en France, tu me disais. Partout en France et Ok. même à l'étranger. Ok. Excellent. Même à l'étranger. Voilà, moi je travaille souvent même avec des sportifs étrangers, donc je balade. Ok. Je Ah oui, tu balade n'as pas pas que mal. des athlètes français tu es Non, aussi... parce Ok. que voilà, il m'arrive de travailler notamment dans le sport pro et le sport auto, et où dans les écuries, il y a des athlètes de Hmm. différentes nationalités, mais ça Ok. peut être aussi dans d'autres sports. Voilà. Excellent. Merci Ingrid pour l'échange et tous tes partages. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.